ce soir est justement Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui devrait nous rejoindre dans une petite minute avec Anthony Lebeau, Stéphanie Manigold et Victor Hérault. Alors la fortune improductive, on en parlait, on va regarder un petit tableau justement pour voir les nouveaux biens qui vont être taxés, à savoir les métaux précieux par exemple. Asseyez-vous, monsieur. Je vous remercie, je vous libère, monsieur. Merci, monsieur Coquerel, d'être avec nous. Alors, je disais, l'impôt sur la fortune improductive concerne les métaux précieux, les voitures de collection, les yachts, les œuvres d'art, les meubles, les actifs numériques et les assurances-vie. Monsieur Coquerel, votre parti, la France Insoumise, n'a pas voté pour cet amendement qui est un quasi-retour de l'ISF. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'incohérence quand on demande de la justice fiscale? Personne n'a voté pour, à part le Rassemblement national et le Parti socialiste. Le Rassemblement national, pourquoi? Parce que c'est dans son programme. Voilà, donc c'est normal. Non, c'est absolument pas un retour de l'ISF. D'ailleurs, j'ai demandé... Il y a le Modem aussi qui a voté pour, le groupe. J'ai bien posé la question. Non, il n'y a qu'une partie du Modem qui a voté pour. Vous garderez les votes. Et j'ai posé la question à la ministre. Est-ce qu'on peut parler de rétablissement de l'ISF? Bon, évidemment, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que toutes les actions, par exemple, enfin, toutes les actions sont exclues. La plupart des produits financiers sont exclus. Donc, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a affaibli l'IFI, qui est l'impôt sur l'immobilier, qui avait été conservé après la suppression de l'ISF. On l'a affaibli. Il y a des abattements supérieurs, etc. Et d'un autre côté, on a fait un sous-ISF. Donc, au bout du bout, on se retrouve plutôt sur le programme du Rassemblement national que sur celui du NFP. Bon, moi, je pense que les socialistes, notamment Philippe Brun, ont fait ça. Pourquoi? Parce que la journée d'hier était une journée d'échec pour eux. Ils étaient venus avec l'idée de trouver un compromis avec le gouvernement sur une taxe sur le patrimoine. Ils n'ont eu aucun compromis. Le seul compromis qui a été trouvé par le Premier ministre, c'est avec M. Wauquiez, qui a affaibli la taxe sur les holdings proposée par le gouvernement, parce qu'il voulait moins les taxer. Donc, à la fin du fin, ils essayent de trouver quelque chose pour dire on a quand même gagné. Mais je vous assure, tout ça, c'est à la mélange entre du cinéma et de l'esbouffe, mais il n'y a rien de gagné, quoi. Alors, quand on écoute Olivier Faure, lui, il n'a pas du tout, perdu sa journée. Seul à gauche. Hein. Ouais, on va l'écouter quand même, parce que pour lui, eh bien, c'est plutôt une journée assez fructueuse. Nous venons de récupérer en quelques minutes de l'ordre de 5 milliards, puisqu'il y a à la fois 3,6 milliards qui correspondaient au gel des pensions et des prestations sociales, et 1 milliard de plus qui devrait arriver sur l'hôpital. Bon, je considère qu'il y a là 4,5 milliards que nous venons de récupérer. Et que nous venons de récupérer aussi la taxation donc, des patrimoines financiers via la CSG pour 2,7 milliards, ce qui a été voté en commission. Donc vous faites l'addition vous-même et vous voyez que nous n'avons pas rien obtenu dans la journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les retraités doivent dire merci au Parti socialiste d'avoir fait avancer les idées de la gauche. Et alors, je vous raconte un peu. Hein. Je reviens dans les épisodes précédents. Allez-y, je vous en prie. Olivier Faure, la semaine dernière, nous dit... La journée décisive, c'est la taxation sur le patrimoine. Si on ne gagne rien sur la journée de la taxation du patrimoine, on censure. Il ne gagne rien. Bien. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va annoncer la censure? Non, il prend la main tendue par monsieur Le Cornu, qui a l'intelligence de dire, mais on va peut-être pouvoir envisager quelques concessions, cette fois-ci, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et notamment, tous les points que vous venez d'évoquer, qu'il le présente comme des points gagnés. Mais M. Le Cornu a donné quelque chose qu'il avait déjà perdu, parce qu'en fait, en réalité, en commission, aucun groupe, peut-être à part les macronistes, n'est pour ces mesures. Donc, de toute façon, elles sont battues. Donc, si vous voulez, vous dites quoi au Parti socialiste? Vous vous êtes couché, finalement? Je dis qu'il ferait peut-être bien d'arrêter, j'allais dire, le côté retenez-moi ou je fais un malheur. Et puis, ils ne font jamais le malheur, ils avancent. Tous les jours qui passent sont des jours gagnés pour M. Le Cornu, qui avance au jour le jour, avec l'objectif à la fin... Arriver à passer le projet de loi de la finance de la sécurité sociale, et à mon avis, il sait que son projet de loi de finances sera battu. Il n'y a aucune chance qu'il soit de l'État. Hein. Donc là-dessus, il compte certainement sur une loi spéciale qui permet d'appliquer le budget de l'an dernier. Voilà aujourd'hui ce sur quoi il avance. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas bon pour le pays. À partir de là, si vous êtes à gauche opposant, vous essayez d'arrêter ça plus vite. Et le Parti socialiste, malheureusement, est un peu son idiot utile, j'allais dire. Alors, effectivement, on a bien compris. Et dès hier soir, Mathilde Panot a pris la parole pour dire que la France Insoumise allait déposer une motion de censure. Écoutez ce que Sébastien Lecornu a répondu à votre groupe, la France Insoumise. Pardon, Madame la Présidente, le vote a lieu ici, sous le regard des Français, à scrutin public. Les débats ont lieu ici. Mais le problème, c'est que vous n'êtes jamais venu précisément à un rendez-vous de travail à Matignon depuis le début.
puisque vous n'avez le chaos que le chaos comme seul programme, quand vous n'avez pas parfois le mensonge sur un certain nombre de contre-vérités. Le chaos comme simple programme? Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a présenté un contre-budget qui est le plus épais des contre-budgets, celui qui a le plus de mesures par rapport à tous nos adversaires. Et pourquoi ne pas jouer le jeu du compromis finalement? Quand on voit cette alliance entre le Rassemblement national et le Parti socialiste, Sébastien Lecornu disait c'est une nouvelle page, une rupture, une révolution parlementaire. Pourquoi ne pas essayer de négocier puisqu'il a dit qu'il n'allait pas utiliser l'article 49.3 pour faire passer le budget en force? Vous n'êtes pas obligé de reprendre les éléments de langage du gouvernement et le jeu de dupe, d'accord? Je vais vous donner un exemple. On a voté cette semaine une taxe que j'ai proposée sur les multinationales de 26 milliards d'euros. Alors, au début, on nous a dit non, c'est pas dans les lois réglementaires. Bon, maintenant, la ministre nous dit ça fait rentrer 26 milliards, elle est d'accord. Moi, je vous mets tout ce que vous voulez sur la table, qu'ils se débrouilleront comme ils peuvent, comme ils veulent, pour faire en sorte que cette taxe qui attaque les multinationales, qui profitent, si vous voulez, d'une situation complètement inégalitaire par rapport à nos PME, TPE, parce qu'elles peuvent délocaliser leurs profits, eh bien, je vous parie que monsieur Lecornu qui dit c'est le Parlement qui décide, jamais cet amendement, par exemple, ne sera intégré au budget qu'il va proposer. Pas, et il préférerait être battu plutôt qu'elle ne soit intégrée. On a entendu certains patrons râler contre cette taxe, Stéphane Manigold. Non mais pourquoi on râle en fait sur les taxes? Parce qu'on ne comprend pas l'utilité et la façon dont est utilisé l'argent. Je crois que les Français, de façon générale, ceux qui contribuent à l'impôt, ont un problème. C'est que quand ils vont avec leurs gamins à l'école et que le professeur n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de professeur qui remplace. Et pourtant, on paye toujours plus d'impôts. Lorsque vous voulez prendre un rendez-vous chez un médecin, un spécialiste, que ce soit à Paris ou dans nos campagnes, il n'y a pas de médecin disponible. Donc en fait, en réalité, le consentement à l'impôt est un vrai sujet auquel aujourd'hui, nos politiques ne répondent pas. Et aujourd'hui, il y a un rejet massif, et pas simplement des ultra-riches, de la population générale, sur comment est utilisé cet impôt. Quand on a 1700 milliards de richesse nationale qui est collectée et dépensée, dont 60% dans le social, ma question, Monsieur le Président Coquerel, c'est à quoi ça sert? Et pourquoi, dans ce pays, on n'est pas capable de faire 40 milliards d'économies, soit 2%? Alors, Monsieur Manigold, comme vous connaissez bien et vous suivez bien l'actualité, vous connaissez ma réponse. Déjà, les ultra-riches dont vous parlez, ils n'ont surtout pas à se plaindre au niveau de l'impôt. Parce qu'ils payent moitié moins d'impôts que nous tous autour de la table. Et que la plupart des Français... En pourcentage. Encore une fois, mais pas en valeur absolue. Mais d'accord, mais... Si vous faites un coût total... Vous connaissez comme moi le principe de l'impôt pour qu'il soit consenti. Quand vous dites ça, Monsieur Coquerel, on parle de quel impôt? Il faut qu'il soit... Je vais vous répondre. Il faut qu'il soit progressif par rapport à votre richesse. Si, parce que vous êtes très riche, on estime que vous payez, que vous avez un taux d'effort qui est celui des milliardaires, environ de 25%, y compris, quand la plupart des Français sont à 50%, les gens se disent, et ils ont raison, mais comment ça se fait que les ultra-riches qui ont vu leur patrimoine, par exemple, doubler depuis 2017, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'est 40% du PIB. Ils ont gagné 600 milliards de plus de patrimoine depuis 2017. Bon, si ces gens-là gagnent de l'argent, mais qu'en plus, ils ne participent pas à l'effort national, à la proportion de ce qu'ils gagnent, contrairement on va dire, à tous les personnes très riches qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu, c'est pas normal. Donc nous, ce que nous voulons faire, je termine là-dessus, on veut surtout pas augmenter les impôts de tous les Français. Et même avec ce que nous proposons, je passe les détails, on a plusieurs mesures qui plutôt permettraient de le diminuer pour l'ensemble des Français. Mais par contre, ceux qui aujourd'hui privent l'État de plusieurs dizaines de milliards de recettes, que ce soit à travers les grandes entreprises qui peuvent délocaliser leurs profits ou les ultra-riches qui payent presque moins de 2% d'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les 500 personnes les plus riches du pays payent moins de 2% d'impôt sur le revenu parce qu'elles ont transféré le revenu vers des biens professionnels. Mais là, à partir de là, il y a une anormalité et les Français le supportent pas. Alors peut-être qu'il faut les garder, ces personnes, justement, sur le territoire français. Il faut en attirer plus. En attirer plus pour qu'effectivement, elles créent de l'emploi, qu'elles créent de la croissance et qu'elles créent des entreprises qui, finalement, vont embaucher des Français. D'accord. Donc, je vous réponds. Voilà. La politique qui a été faite par M. Macron, elle est très simple. Elle a été dire, c'est un pari, elle a été dire, ça s'appelle la politique de l'offre. On peut l'expertiser. 7% de chômage. Ça a été dire, on avantage les revenus capital, une taxation moins importante, donc ça a été la flat tax, qui est le bouclier social du capital. Vous êtes moins imposé au niveau du capital que, par exemple, le travail. Bien. Ça a été la suppression de l'ISF, pas mal de choses. Et puis, si le capital vient, il va investir et il va créer des emplois. Bon, alors il faut regarder les bilans. 7% de chômage. Le capital, effectivement, a doublé ses dividendes. 17% de chômage. Voilà, moins de 10%, d'industrie dans la part du PIB, c'est une première dans la Ve République. Le chômage va être à plus de 8%
à la fin de l'année, malheureusement. Et dans Mais pourquoi ? les emplois qui ont été créés, il y a 1 million d'apprentis qui vous me permettrez de me dire, au-delà de ce qu'on pense de l'apprentissage comme seul moyen désormais presque comment dire, seul moyen éducatif, mais en plus de ça, c'est pas vraiment les emplois tels qu'on le considère. La pauvreté, le taux de pauvreté dans ce pays a explosé. La Bien productivité a baissé, contrairement En à ce qu'on dit, attendant, l'investissement tous a les baissé. entrepreneurs Donc, qui les défilent résultats sur ce ne sont pas plateau là. disent une chose, eh bien, on va peut-être quitter la France, on va peut-être aller vers des pays qui Mais sont c'est plus extraordinaire. Et avantageux vous trouvez pour ça nous. normal ? J'ai pas Donc, dit que c'était attendez, non, normal. non. En tout Mais- cas, non, non, mais effectivement, on parle ils sans pensent à arrêt de patriotisme, délocaliser etc. leur Et donc, pays. des gens disent, je gagne, j'ai gagné, j'ai Monsieur Coquerel, accumulé c'est pas dizaines des de gens qui milliards, et disent si ça, c'est jamais des on gens qui m'impose, contribuent comme au la plupart PIB. des Français, là, je quitte le pays. Et mais néanmoins- vous devriez tous être en train de condamner les gens qui ont néanmoins, zéro ces Non, Français parce qu'ils disent le font on nous méchant. pousse Je condamne les gens dehors. qui les font fuir en réalité, Victor Monsieur Hérault. Coquerel. Il y a plusieurs de vos chiffres qui sont répétés depuis plusieurs semaines, qui Mmh. sont largement contestés par plein Allez-y, d'économistes. contestez. Oui, lorsque vous dites les plus riches payent moitié moins d'impôts 25% proportionnellement, de taux d'effort. ça n'est pas vrai. Alors, mais ça, non, non, ça n'est pas vrai parce que Alors, c'est le calcul qui est laissez-le fait- développer. C'est le calcul qui est fait. Donnez-moi les chiffres. C'est le calcul qui est fait avant redistribution de Non. l'impôt. On ne peut pas Très enlever ça de l'équation, sachant qu'on est le pays le Pas plus de souci. redistributif au monde. Or, ce ne sont pas les ultra-riches qui bénéficient de la redistribution, encore heureux, Très bien. ce sont les plus modestes. Ok. Maintenant, j'ajoute, lorsque vous dites, et j'ai vu effectivement que vous l'avez dit à l'Assemblée, les ultra-riches possèdent 40% du PIB. D'une part, ça ne veut rien dire, les ultra-riches ne possèdent pas le PIB, personne ne possède le PIB, ça n'est pas comme ça que ça Non, marche. ça équivaut à Deuxièmement, 40% du leur PIB. fortune équivaut à 40% du PIB, mais je vais même vous dire, leur fortune est le PIB. C'est grâce aux ultra-riches, aux entreprises et à tous les emplois qui en découlent, toutes les industries qui en les découlent, salariés un toute la peu. consommation qui en découle. Non, mais C'est c'est ça un qui fait écosystème, c'est ça qui travailleurs, crée le sinon. PIB. C'est ça qui génère la raison. richesse Je vais de vous ce pays. répondre. Je vais vous répondre. Non mais si vous voulez, lorsqu'on dit les ultra-riches, et j'en finirai là, payent moins d'impôts, alors je conteste le moitié moins, mais disons, payent proportionnellement moins d'impôts. À ce moment-là, moi je vais vous dire, on n'est pas obligé d'augmenter les impôts des ultra-riches, on peut baisser les impôts de tous les autres. Vous partez comme si c'était une D'accord. Et constante, donc- l'imposition des Français. Alors, Monsieur Coquerel, On devrait baisser répondez. les impôts. Alors, On fait votre ce que vous dites, réponse. ce qui a été fait depuis quelques années. Donc, Non. on a moins de... Enfin, Donc, pardon. on a moins de recettes, excusez-moi. Il y a moins de 3% de recettes au niveau du PIB depuis 2017. Moins 3%. D'accord ? Donc ça fait presque 100 milliards d'euros qui ont été enlevés, presque maintenant chaque année. On est à 70 dans le PIB. Bien. Donc on fait ce que dit monsieur. On fait moins payer d'impôts les ultra-riches. C'est ce qui s'est passé. Non, Bien. tout le Non, monde. tout le monde. je dis On fait tous les baisser Français. Non, mais l'impôt attendez, de non, tous mais les Au lieu Français. d'augmenter la part d'imposition des ultra-riches, vous baissez D'accord. la part des impositions Voilà. des Français, ce sera Donc- égal, tout le monde est content. Bien sûr. Donc, on va faire les deux. Donc, du coup, moins de recettes. Mais excusez-moi, mais comment on fait marcher notre système On de baisse la protection dépense publique. sociale? Comment on fait marcher Grâce à des comment riches on qui fait en payent sorte qu'il y ait l'impôt. des écoles, des routes, des hôpitaux, des policiers? Alors peut-être qu'on Une flèche défense. mieux l'argent, Voilà. peut-être qu'on flèche Ah bon mieux Oui. l'argent. Alors, Oui. où vous voulez effectivement. flécher? Alors, moi, je ne suis De pas faire une l'investissement. politique, je suis là pour poser des Écoutez-moi, questions, mais écoutez-moi, quand je vais vous j'écoute donner un d'autres exemple. politiques, certains Je vais disent vous donner peut-être un qu'on exemple. supprime certaines agences Bien d'État sûr, oui, bien sûr. qui Très ne bien, servent à rien. allons-y. Non, mais Allons-y. Non, mais moi, je veux bien je préciser. prends Je vous prends au les mot. arguments Je vous prends au mot. de vos oppositions, Je prends au mot. évidemment. Je Donc, peux c'est bien ces vous dire agences des d'État. opposants. Donc, Non, non, c'est je suis pas un beaucoup d'arguments. constructif alors. Non, je veux non, bien mais vous prendre au mot. attendez, je vais essayer de Attendez, répondre on va- point par point à tout ce qui a été posé. D'abord sur les chiffres, d'accord? Ce que vous dites de la redistribution est vrai entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. D'accord? C'est différence de 18 et puis à la fin différence de 3. Ce n'est plus vrai. Et c'est ça le propre de la période que nous vivons. Ce n'est plus vrai avec les 0,01% les plus riches. Pourquoi ce n'est plus vrai? Parce que justement, l'impôt est devenu pour eux régressif. Et là, les chiffres sont très clairs. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut des politiques publiques avec Bercy, qui conclut à cette histoire de taux d'effort. Pourquoi? Parce que la plupart des revenus et des patrimoines des plus riches sont transférés sur leur bien professionnel, qui n'est pas taxé Mais s'il est à la taxé. même hauteur. Mais non, laissez-moi. Il n'est pas à la même hauteur. Mais c'est Donc, pas de l'argent il n'est qui pas- leur appartient. Laissez c'est Monsieur de Coquerel l'argent. terminer. Mais si, Mais c'est c'est l'argent leur productif, action. là. Alors, attendez, vous croyez que M. Arnaud, ses actions ne lui appartiennent pas? Mais- Vous rigolez. Mais quoi. les actions, Ou à sa pardonnez-moi, famille. si vous voulez Donc- taxer l'action ne rime strictement à rien. Oui, À laquelle valeur l'action? L'action d'aujourd'hui, l'action de demain? Ah non, mais ça veut rien dire ce que vous dites. Bah oui, c'est bien ce que je vous dis. La valeur c'est de la l'action, valeur des propre- actions des le entreprises. propre ne dit pas d'une qu'on peut valeur pas de le l'action, faire. Alors, monsieur essayez de Coquerel, c'est que ça pas tous évolue. parler en même temps. Bon, Le propre d'une action, c'est que sa valeur évolue. oui, C'est d'accord. quand même le Comme elle principe. évolue, elle ne vaut rien. Enfin, je me dis pas Mais non. ça. Et y Mais à compris, quelle d'ailleurs, valeur les vous la actions du taxez? CAC 40 Essayez ont de pas pas cessé. parler en même temps, Et tous, je vous en prie. y compris M. Arnaud, qui l'autre jour, en une journée, a gagné 19 milliards d'euros, qui s'ajoutent à ses 495 milliards d'euros de fortune. Alors, je ne sais pas si pour vous, tout ça n'existe pas, n'a pas de valeur, mais manifestement, je veux dire, en termes de niveau de vie, de train de vie, de tout ce que vous pouvez faire, y compris racheter des médias, etc., ça on a. Donc, C'est là, je vous dis que le problème que nous avons, c'est que nous avons des ultra-riches qui jamais n'ont gagné autant d'argent et n'ont jamais été aussi un peu imposés, ce qui fait que nous revenons en fait à une situation
d'avant la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, où effectivement la situation était ainsi, et quelque part même, si on ajoute que les impôts sur les successions sont régressifs aussi, on a maintenant une constitution noblesse d'argent qui non seulement s'enrichit, mais comme en plus la part de l'héritage dans leur patrimoine est à 60%, vous avez des gens, il leur suffit de naître aujourd'hui pour être riches. Donc premier problème. Deuxième problème, je réponds à votre question, et je vous donne un exemple du problème que ça pose. Bien, on est dans un moment d'urgence écologique absolument catastrophique. Vous avez tous les économistes un peu sérieux qui vous disent que pour respecter les accords de Paris, au niveau des investissements publics, il faut à minimum 37 milliards de plus d'investissements publics. Par exemple, M. Pisani-Ferry, qui était le conseiller économique de Macron. Quand vous n'avez plus de recettes, quand vous baissez les recettes, quand vous dites il faudrait baisser les impôts de tout le monde, eh bien la situation, c'est l'an dernier. La situation, il y a moins 2 milliards de recettes d'investissement pour l'écologie. Et pour la première fois, du coup, la pente de baisse du CO2 dans ce pays, elle a commencé à ralentir. Parce que vous partez du principe, Donc je vous dis, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais parce que vous partez du principe, moi je dis, non, je dis, il faut baisser les impôts. Il faut baisser les impôts à condition de mieux gérer, de mieux flécher l'argent. On va prendre un témoignage concret, puisque Éric Larchevêque est avec nous, entrepreneur, investisseur, qui appartient aux 500 personnalités les plus riches de France et qui est le fondateur de Ledger et la maison du Bitcoin. C'est une pépite française des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont directement ciblées par ce nouvel impôt de la fortune improductive. Alors, bonsoir Monsieur Larchevêque. J'imagine qu'hier soir, après le rejet de la taxe Zuckman, vous avez cru pouvoir souffler. Mais voilà donc ce nouvel ce nouvel impôt sur la fortune improductive. Vous avez déclaré « Les fous du bus ont encore frappé ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot à la bouche, c'est taxer, taxer, taxer toujours plus. Alors qu'il faudrait au contraire reprendre les rênes du pays et baisser les dépenses. En fait, ça fait 2 mois avec la taxe Zuckman qu'on ne parle que de taxation. C'était un très joli coup de com', parce que M. Zuckman est un très très bon communicant, pour parler de taxes et de rien d'autre, alors qu'on devrait plutôt rechercher les vraies solutions pour faire baisser les dépenses, parce que malheureusement, ce n'est pas en taxant plus qu'on va réussir à relancer le pays. Donc oui, le soulagement a été de courte durée, puisque aujourd'hui taxer la fortune improductive, malheureusement, n'a pas beaucoup de sens et envoie un message aussi, une fois de plus, assez négatif sur l'attractivité de la France au niveau international. Alors, vous travaillez dans ce qu'on appelle les crypto-actifs. Donc, c'est une monnaie virtuelle, si je puis dire, de gens qui voulaient justement, le message politique que vous passez ce soir, c'est de dire la crypto est assimilée à une réserve improductive, alors que les crypto-monnaies, c'est une économie réelle. Oui, c'est une économie réelle. Après, on peut débattre, parce qu'il y a aussi l'or, il n'y a pas que les cryptos, il y a aussi le cash, visiblement. Même le fait d'investir dans la dette française est improductif, visiblement. Donc, il peut y avoir des débats sur est-ce que c'est productif, pas productif, mais une fois de plus, en fait, on s'en mêle les pinceaux et on va taxer, on va parler de taxes supplémentaires. Et est-ce que le Bitcoin est productif, improductif? Là, c'est une question plus philosophique. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, le Bitcoin ou les cryptoactifs, on va les vendre, on va payer la flat tax, on va les utiliser dans l'économie réelle. Et le fait de mettre une taxe dessus, alors que pour la simple détention, eh bien, c'est un élément punitif qui, en plus, ne va pas permettre aux Français, ou ne va pas encourager les Français d'épargner dans de l'or, d'épargner dans des cryptoactifs, puisque on est certes à 2 millions, mais on voulait baisser ça à 1,3 million. Je crois qu'ils se sont plantés dans la rédaction du texte. Donc on voit bien l'idée, ça ne fera que baisser. Et il est nécessaire aujourd'hui que les Français puissent s'arrimer à autre chose que l'euro, qui est une véritable catastrophe, et de pouvoir revenir à un étalon monétaire sain qui nous ramène dans une économie du temps long et d'une préférence temporelle faible. C'est ça dont on a besoin pour relancer l'économie. Et donc, ça envoie effectivement un message, à mon avis, extrêmement négatif. Monsieur Coquerel, qu'est-ce que vous répondez finalement à ce témoignage, à Monsieur Larchevêque, qui dit, voilà, très très mauvais virage fiscal, punir la détention des crypto-monnaies? Je vous ai dit ce que je pensais. Écoutez, depuis tout à l'heure, vous me dites, on a voté un retour de l'ISF, c'est pas vrai. On a voté quelque chose qui est un objet hybride, qui n'a aucune qualité, il a raison, Monsieur Larchevêque, il y a en plus des erreurs de rédaction qui font que
ça va au niveau, j'allais dire, de ce qu'était l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur l'immobilier, quelque part être moins rentable et laisser même, y compris des grandes fortunes, y échapper davantage. Il y a une chose, il n'a pas de chance parce que le seul bien professionnel et le seul bien qui est rentré dans cet impôt, c'est effectivement les crypto-monnaies. C'est le seul. Voilà, donc il n'a pas de chance. Je vous dis, monsieur l'archevêque, vous n'avez pas de chance, parce que pour le reste, vous inquiétez pas, tous ceux qui sont avec vous dans les 500 personnes les plus riches de France n'ont rien à craindre de ce qui a été voté hier. Je le regrette d'ailleurs, parce que moi, j'aimerais que justement les biens professionnels soient imposés, ce qui n'est pas le cas. Bon, sur les crypto-monnaies, moi, je vais pas rentrer dans un débat. Je pense une chose, c'est que quel que soit l'objet avec lequel, à un moment donné, on a des revenus, où on a du patrimoine, c'est normal de payer des impôts. Voilà, donc c'est un peu la réponse, que ça soit quelque chose de moderne, de tout ce qu'on voudra, c'est normal de payer des impôts. Mais il a raison sur le fait que les crypto-monnaies, ça rentre dans cet impôt mal fichu qui a été voté hier et qui ne va régler rien, qui ne va rien nous amener en termes de recettes, et qui est juste voté pour, encore une fois, pour un affichage. Monsieur l'archevêque, vous entendez le message de monsieur Coquerel. Finalement, vous êtes tombé dans un amendement fait à la va-vite. Ça tient à ça aujourd'hui, la politique, si je puis dire. La politique. Si, c'est la politique. Non, je ne suis pas de la politique comme ça. Il ne faut pas dire c'est la politique. C'est ceux qui ont conçu ça pour essayer de dire hier qu'ils avaient obtenu une victoire après une journée due. Vous dites c'est malheureux pour monsieur l'archevêque. Ça veut dire que les députés comme ça... Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas ce qu'est la politique. Moi, j'ai des positions totalement contraires à ce qui a été voté hier. Là, j'ai une autre façon de voir la politique. Il n'y a pas la politique qui existe. Je dis ça parce que sinon, c'est, je veux dire, les journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, je comprends. Monsieur l'archevêque, un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez comme message à dire aux politiques, cette fois, sur l'économie? Message à passer aux députés qui sont en train de discuter sur le budget aujourd'hui. Bien qu'ils réfléchissent vraiment à comment économiser. Aujourd'hui, le modèle social français est en faillite. Je ne pense pas qu'on puisse le préserver. Je pense que les années qui vont venir vont être très difficiles. Et si on veut en sauvegarder une partie, alors il faut essayer au maximum de réduire les dépenses pour pouvoir sauver la France, parce que sinon, on va se retrouver sous tutelle d'ici quelques années. Et là, ce sera une autre paire de manches. Et évidemment, je ne le souhaite pas. Je sais que ça va être difficile. Je sais que c'est difficile. C'est pas parce que je suis entre guillemets dans les 500 que je me moque de tout ça. Absolument pas. Et donc, j'implore en fait les députés de vraiment travailler pour la France et de réfléchir à des solutions pratiques qui vont faire revenir l'investissement en France, l'entrepreneuriat, créer de la valeur, parce que je pense que c'est la seule façon de nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes actuellement. Merci, monsieur l'archevêque. Merci, monsieur Coquerel, d'avoir été... On peut faire le dire. Je pense que notre modèle social a été inventé en 1946 quand le pays était en ruine. Donc on ne m'explique pas qu'après avoir accumulé autant de richesses, on n'est pas capable de le préserver. Merci, monsieur Coquerel, d'avoir été l'invité du Club FM. Merci, monsieur Manigold et monsieur Hérault, monsieur Lebos. On fait un point tout de suite sur l'enquête du cambriolage.